Claudine Véry, bonjour. Bonjour. Claudine Véry, vous êtes journaliste pour la revue des Deux Mondes en France, mais avant ça, vous avez été journaliste pendant plus de 20 ans en Nouvelle-Calédonie, correspondante pour Le Monde et pour l'AFP, pour lesquels vous avez couvert l'actualité et réalisé plusieurs enquêtes. Vous êtes également l'auteur de plusieurs livres, une biographie sur Christian Carambeu, une autre sur André Dangue, ou encore ce livre Destin hors du commun, un carnet de bord sur les coulisses des campagnes politiques sur le territoire. En résumé, la culture kanak, l'industrie du nickel, la vie politique locale, vous maîtrisez le sujet. Ça, c'est pour le côté professionnel. Pour l'aspect plus personnel, est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi vous avez choisi de poser vos valises là-bas pendant si longtemps? Qu'est-ce que ce territoire représente pour vous? Alors c'est vrai que je suis arrivée en Nouvelle-Calédonie, j'avais 24 ans. J'ai commencé à travailler aux Nouvelles-Calédoniennes. C'était en 1991, donc quand même très peu de temps après la signature des accords de Matignon. Donc il y avait énormément de choses en chantier, il y avait beaucoup de choses qu'il y avait à faire, à construire en Nouvelle-Calédonie. On sortait quand même d'une guerre civile. C'était aussi, je pense, la rencontre... on peut le dire, entre deux communautés qui avaient longtemps vécu chacune l'une chez l'autre et qui a essayé de faire justement des pas pour mieux se connaître. Donc, assister à des coutumes, entendre parler les gens de la coutume. D'un autre côté, entendre des discours de paix, à la fois un traumatisme, mais une volonté quand même de reconstruire. Donc c'était très intéressant. Et puis après, bon, c'est vrai que j'ai travaillé pour d'autres choses, mais il y a eu surtout la période de l'accord de Nouméa de 1998, enfin, la préparation qui a été chaotique, il y a eu tout un tas d'événements, le préalable minier, enfin, à chaque fois il y avait des enjeux et des problématiques qui étaient passionnantes, enfin passionnantes en tant que journaliste, quoi, et c'est ça qui m'a vraiment, comment dire, qui est la raison de ma longévité, enfin de mon si long séjour. Je suis restée 31 ans en tout. Donc voilà, c'est tout ça, c'est passionnant, la Nouvelle-Calédonie. J'imagine que vous avez conservé des liens après toutes ces années avec le territoire? Bien sûr, énormément de liens avec, bien sûr, plein d'amis, et puis aussi un lien de cœur, parce que c'est vrai que maintenant ça va faire 2 ans que je suis revenue, et bon, j'avais l'impression d'être très bien habituée à la vie à Paris, d'avoir retrouvé notamment une partie de ma famille, d'avoir pas du tout tourné la page, mais d'avoir pris une certaine distance. Et finalement, à partir du 13 mai, je me suis rendu compte à quel point ça me faisait mal au cœur, à quel point j'étais vraiment profondément touchée, triste, de voir ce qui se passait, de voir que tout ce qui avait été construit si péniblement, si difficilement, était ruiné, qu'on repartait 35 ans en arrière. Je ne pensais pas que j'allais être aussi touchée personnellement par ce qui s'est passé. Et là, je me suis dit que vraiment, ce lien, on a beau être loin des yeux, loin du cœur, non, pas loin du cœur. On est aujourd'hui à 4 mois après le début des émeutes. Dans cette émission, on a entendu différentes versions de ce qui s'était passé, de simples manifestations pacifiques qui auraient débordé et qui seraient parties hors de contrôle, jusqu'à un plan de destruction massive de Nouméa, parfaitement orchestré, coordonné par la CCAT, et avec le concours en plus de pays extérieurs, avec un peu plus de recul comme on peut avoir aujourd'hui. C'est quoi votre analyse, votre vision à vous de ce qui s'est passé? Moi, ma première réaction a quand même été une réaction de sidération par rapport à l'ampleur des dégâts qui ont été perpétrés. On savait qu'il y avait un problème avec une partie de la jeunesse kanak. On a empilé des tas de rapports et donc il y avait une possibilité d'émeute. Mais il ne faut pas oublier que même si il y a une partie, il y a une facette dans ces émeutes qui relève effectivement de la délinquance urbaine, mais c'est un conflit politique. Et ça, on ne peut pas, il doit être traité en tant que tel, c'est un conflit politique. Il y a, je veux dire, les émeutes n'ont pas été faites pour protester contre le prix de l'essence ou le passage à 80 km/h sur les routes nationales. C'est bien une question politique qui est à l'origine de ça. Après, comme je disais, la sidération parce que Nouméa a été brûlée. On peut le dire. Jamais je n'aurais imaginé un tel niveau de destruction.
Après, en ce qui concerne l'organisation et la manière dont tout cela a été préparé ou non, ça malheureusement, moi je suis incapable de le dire. Je crois qu'il y a des enquêtes qui sont en cours, il y a des ordinateurs qui ont été saisis, la justice va faire son travail, comme on dit, et on saura effectivement s'il y a eu une main étrangère qui a œuvré dans l'organisation, la manière. Bon, c'est vrai que ça paraissait quand même très planifié, quoi. On ne peut pas imaginer que spontanément il y ait eu autant de destruction, c'est vrai. Mais la vraie, réelle manière dont ça s'est organisé, moi personnellement, je ne le sais pas. Après, ce que je sais, qu'il y ait eu une sorte de guerre informationnelle qui se soit livrée, notamment sur les réseaux, avec des puissances étrangères, notamment l'Azerbaïdjan, avec des photos détournées et tout. Ça, oui, c'est vrai. D'ailleurs, il y a eu un rapport de Viginum, donc l'organisation de l'État qui contrôle la désinformation sur les réseaux sociaux, l'a bien démontré et prouvé. Donc ça, oui, ça c'est vrai qu'il y a eu effectivement une influence étrangère à ce niveau-là. Pour le reste, je n'en sais rien. Je pense qu'il faut attendre un peu l'avancée des enquêtes. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui était en partie prévisible. Vous-même, vous avez écrit au lendemain de cette crise, mais déjà avant, qu'il y avait un risque d'explosion urbaine de la part d'une partie de la jeunesse océanienne. Oui, ça c'est certain qu'il y avait un risque d'explosion urbaine parce qu'on savait qu'il y a une partie de la jeunesse qui a été totalement laissée de côté, des gens qui ont été laissés pour compte du développement. Il ne faut pas dire que rien n'a été fait, certainement pas. Mais on savait qu'il y avait des grandes difficultés, notamment de l'échec scolaire. Chaque année, 1500 jeunes sortaient de l'école sans rien et n'avaient aucune solution. Donc ça, c'est vrai, mais je le redis et je pense que quand même ça, c'est important. L'origine de ce conflit est politique et la question calédonienne est une question politique. Et dire qu'on pouvait l'anticiper, moi, mon analyse, elle vaut ce qu'elle vaut. Mais je pense que le péché originel dans cette affaire a été la tenue du référendum, du 3e référendum au 12 décembre. Jamais on n'aurait dû tenir un référendum aussi important, l'ultime référendum d'un processus de 35 ans, sur une question aussi délicate que l'indépendance et aussi difficile que l'indépendance et importante pour la République que l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. On n'aurait pas dû tenir un scrutin sans la participation des indépendantistes. C'est ahurissant. Donc moi je pense que la faute à l'origine, c'est la tenue de ce référendum dans ces conditions. La manière dont on a fixé ces dates en dehors des habitudes, on aime bien les rites en Nouvelle-Calédonie, il y avait à chaque fois un comité des signataires qui actait, qui entérinait. On a cru qu'on pouvait se passer de tout ça, qu'on pouvait finalement se dire que la Nouvelle-Calédonie a changé. Je l'avais beaucoup entendu d'ailleurs avant quand on discutait. J'allais dire que moi j'ai senti les choses changer après le gouvernement d'Édouard Philippe. C'est-à-dire quand la question calédonienne a été traitée entre Matignon et le ministère de l'Outre-mer où il y avait au départ Sébastien Lecornu. Et on entendait souvent dire... oui, la Nouvelle-Calédonie a changé. Les jeunes, quand vous parlez des jeunes, ils ne vous parlent pas de l'indépendance, ce n'est pas leur préoccupation. Vous savez, c'est plus aussi fondamental qu'avant, les gens ne pensent plus qu'avant. Et je pense qu'ils ne s'étaient pas vraiment rendu compte à quel point cette question de l'indépendance est identitaire et c'est quelque chose auquel ils ne renonceront jamais. Et une fois, je me souviens d'une phrase de Louis Mapou qui avait dit « on n'arrête pas la marche d'un peuple vers sa souveraineté ». Et c'est vrai, on ne l'arrête pas, ça ne s'arrêtera pas cette revendication. Il faut essayer de la traiter dans la paix, dans le dialogue. Bon, en 88, Michel Rocard a inventé une méthode avec d'autres. Moi, je pense qu'elle a marché, elle avait fait ses preuves, il fallait s'y tenir. On a cru qu'on pouvait s'y soustraire, mais non. La preuve, et donc ce qui a été fait dans la définition de la date de ce 3e référendum, où seul au départ l'UC avait souscrit, puisque le Palika n'était pas allé à Paris, je crois, en juin 2021. La manière aussi où des enjeux électoraux sont entrés en ligne de compte, et je pense bien sûr aux législatives, avec le fait que la Nouvelle-Calédonie puisse envoyer 2 députés macronistes à l'Assemblée.
qu'une responsable loyaliste, chef de file, de ce camp-là, Sonia Backès, entre au gouvernement. Bon, je passe sur l'épisode de Brieux-Frogier qui était dans son cabinet qui représentait Éric Zemmour. Bon, il y a eu voilà, après cette date qui était vraiment maladroite, il y a eu en plus différents témoignages finalement de la partialité de l'État. Et la partialité de l'État, à mon avis, était un des piliers cardinaux de la méthode Rocard. On va en reparler, pas tant d'ailleurs du manque d'impartialité de l'État, parce que je pense qu'aujourd'hui elle est relativement reconnue et prévenue du reste. Hein, c'est ça qui restera un peu étonnant. On s'en est pas rendu compte après, universitaires, comité des sages, journalistes, enfin tout le monde a prévenu que c'était déjà compliqué depuis le résultat du premier référendum, où on voyait qu'on avait une population toujours aussi clivée sur le sujet, mais que là sur la tenue d'un référendum sans la participation du camp indépendantiste, ça n'allait qu'aggraver les choses. Mais on reparlera un peu plus de la méthode Rocard et des concepts de souveraineté juste après. Mais j'aimerais juste revenir sur l'actualité récente. Lors de son dernier congrès, le 31 août dernier, le FLNKS, dont tous les composantes n'étaient pas présentes, l'UPM Palika était absent, ce congrès a élu comme président donc Christian Théin, leader de la CCAT, l'un des principaux responsables a priori des émeutes, placé en détention depuis le 23 juin. Comment vous analysez, vous, cette élection ? Bon, d'abord, je veux dire que je l'analyse de loin. Je ne suis plus à Nouméa, je n'ai plus d'échanges aussi proches que j'avais avant. Donc, voilà. Donc, d'abord, je veux commencer à dire ça par rapport aux sentiments que j'ai. Bon, déjà, un congrès du FLNKS auquel il n'y a ni le PALICA ni le PM, est-ce que c'est vraiment un congrès du FLNKS? Là, ça commence à poser question. Ensuite, c'est le FLNKS n'a plus de président depuis 2001. C'était déjà extrêmement difficile de se trouver un président depuis plus de 20 ans. Et là, en un seul congrès, on trouve quelqu'un. Donc déjà, c'est surprenant. Ensuite, bon, on peut effectivement analyser ça aussi comme une sorte de gage qu'on va donner à la jeunesse en disant qu'on les a entendus, un peu tard, certes, et qu'on choisit donc quelqu'un qui est censé les représenter ou qui est en lien, qui a le lien en tout cas avec eux. Il est question de mettre une vice-présidence. Est-ce que cette vice-présidence-là sera consensuelle ou pas? Parce que là, la présidence n'est pas consensuelle. Je crois que quelques jours avant, Paul Néautine avait décrit cette frange des indépendantistes dans la CCAT comme les promoteurs du chaos. Donc, c'est clairement pas du tout une présidence consensuelle, ce qui est mauvais signe. Non seulement en Nouvelle-Calédonie, mais encore plus particulièrement, je crois, dans un parti kanak. Donc moi, je suis assez inquiète. Ce qui me... Je veux dire, je me souviens que on disait quelquefois, il faut qu'on avance sur les négociations, sur les discussions, parce que finalement, on discute avec des gens qui ont la profondeur historique. Je pense à Paul Néautine, je pense à Rocco Mitan, à Victor Toutougou, à des gens qui sont là depuis longtemps et qui ont en tête le continuum de tout ce qui s'est passé. Et qu'il y avait en face, notamment à l'Union calédonienne, une base dure. Très souvent, quand on allait à des congrès ou à des comités exécutifs, comités directeurs de l'Union calédonienne, il arrivait que les leaders aillent nous voir après en disant « la base est dure, ils sont durs, les jeunes, ils sont durs ». Ils s'en rendaient compte qu'ils avaient du mal avec eux, que c'était difficile. Et on se rappelle évidemment des discours parfois assez outranciers de Daniel Goa qui voulait leur montrer, mais ça ne suffisait pas des paroles. Il fallait avoir, à mon avis, comme on dit, une politique un peu plus inclusive des jeunes. Là, ils ont été pris de court et on fait ça à la va-vite et on nomme T1 à la tête du FLNKS. Tout ça me paraît un peu
improvisé, mal préparé, de mauvais augure pour les discussions à venir, parce que ça veut dire qu'on va devoir discuter avec des gens qui seront plus radicaux encore qu'avant, qui ne voudront rien céder, dans un contexte évidemment de désastre social et économique. Stratégiquement, c'est néanmoins assez porteur. Ça a fait la une de toute la presse en l'espace de 2 heures. Ça entérine le concept d'un prisonnier politique. Oui, après, peut-être une volonté de faire de Christian Théin un martyr, mais est-ce que, après, moi, je pense qu'il faut jamais perdre de vue l'essentiel, quoi. Et l'essentiel, c'est qu'on trouve une solution d'avenir pour la Nouvelle-Calédonie qui permette de mettre d'accord les partisans de la France et les indépendantistes, et surtout qui soit conforme à l'esprit de l'accord de Nouméa. Et ça, je pense qu'on l'a aussi oublié. Moi, je trouve qu'on s'est un peu écarté de la méthode Rocard. On a peut-être aussi quelquefois oublié l'esprit de l'accord de Nouméa. L'accord de Nouméa, c'était un accompagnement vers la pleine souveraineté. Et la France était engagée à le faire. Donc, il était évident qu'après les 3 référendums, même si le 3e pose question, évidemment, mais après ces référendums, il n'y avait pas d'indépendance. Il n'y avait pas d'indépendance. Est-ce que pour autant la décolonisation s'arrêtait? Est-ce que pour autant la marche vers la souveraineté s'arrêtait? Non. Et il me semble que ça n'a pas été suffisamment dit par l'État. Au-delà de la question politique, j'aimerais évoquer avec vous où un tel déferlement de violence et des émeutes qui n'ont pas été portées que par les jeunes, hein, ça a été porté parfois par des familles entières, hein, pour avoir assisté à plusieurs scènes de pillage, en avoir même filmé certaines. On a senti la revanche de toute une classe défavorisée de la population à ce moment-là. Et justement, dans ces violences et dans ces pillages décomplexés, on a senti véritablement ça, on l'a vu. Et on a justement, dans les causes profondes de cette crise, on a souvent entendu dire dans l'émission que tout cela était à chercher aussi du côté des inégalités. Est-ce que la Nouvelle-Calédonie est une société inégalitaire? Oui. Oui, je crois qu'on peut le dire, et il y a des rapports, multiples rapports divers et variés qui ont démontré qu'on trouvait en Nouvelle-Calédonie des inégalités dignes de pays du tiers-monde. Donc ça a été écrit, donc oui, bien sûr, et c'est vrai que le niveau de violence est aussi révélateur, à mon avis, de la désespérance et de la profondeur de la souffrance sociale des gens. Parce qu'il faut vraiment être désespéré et ne rien avoir à perdre pour aller jusque-là. Et je pense que l'ampleur et la profondeur de ce qui socialement se passait a vraiment été mécomprise par la classe politique, par les gens au pouvoir, par les responsables syndicaux aussi. Et ça, il y a eu 35 ans de rééquilibrage, bien sûr. Mais quand on voit ce qui a été fait en termes de rééquilibrage fiscal, par exemple, cette réforme fiscale qui était l'arlésienne, la manière dont les impôts, il y a très peu d'impôts sur la succession, par exemple, sur les plus-values. Il y a des tas de fiscalistes, des avocats fiscalistes qui disaient, mais on est peu dans un paradis fiscal en Nouvelle-Calédonie, et l'État l'a dit aussi. Et il y a des ministres eux-mêmes qui avaient dit, nous on a fait passer le message aux indépendantistes, on leur a dit, on vous aidera, et si vous avez besoin de preuves pour faire avancer, on vous en donnera. Sur la fuite des capitaux, sur le fait que l'argent public, finalement, est recyclé en argent privé en Nouvelle-Calédonie par quelques oligopoles, par quelques grandes familles, par quelques groupes qui ont l'économie mise en coupe réglée, il faut bien le dire. Et cet argent, après, ne reste pas forcément en Nouvelle-Calédonie, mais va à Paris, en Australie, en Nouvelle-Zélande,
moi, j'étais qu'en Nouvelle-Calédonie, j'ai pu fréquenter aussi ces milieux-là, quoi, et j'étais parfois quand même stupéfaite du niveau de richesse qu'il y avait, quoi, de gens qui gagnaient 10, 15 millions par mois. C'est quand même surprenant quand on voit après que dans le bus, il y a que des Kanaks, par exemple. Alors, il y a beaucoup de Kanaks qui ont des voitures, c'est sûr, mais dans le bus, il y a que des Kanaks. Donc, il y a un problème social, il y a un problème économique. On reste dans une économie de comptoir. Ça, on n'a pas ce système-là n'a pas été et tout ça était quand même prévu. Mettre en place un nouveau schéma social. Il y a eu combien d'assises, combien de réflexions qui ont été menées, et il y a une léthargie des politiques qui se sont un peu trop préoccupés par des questions politiciennes, électorales, où l'horizon finalement c'était toujours la prochaine élection. Mais je pense qu'il fallait voir un petit peu plus loin et surtout ne serait-ce que voir l'état, la difficulté, la pauvreté dans laquelle vit une partie de la population calédonienne, de gens qui ne mangent pas à leur faim tous les jours, d'une paupérisation des Océaniens urbains. Je crois que c'est en ville surtout, et d'ailleurs les émeutes sont venues de ville, et c'est vrai que ça pendait le cœur quand on a vu qu'il y a eu des pillages dans certains magasins où finalement il y avait des mamans qui faisaient leurs courses. Oui, parce que c'est ce que votre confrère Patrick Roger du journal Le Monde, qui connaît bien le territoire, auteur d'un livre récent au titre prémonitoire, vous le disiez dans l'interview que vous avez faite de lui, Nouvelle-Calédonie, la tragédie, effectivement parle d'un système oligopolistique. Qu'est-ce que c'est qu'un système oligopolistique ? Voilà, je pense que c'est ça, c'est qu'il y a quelques grands groupes, grandes familles qui se partagent le gâteau calédonien. Et donc il y a insuffisamment de concurrence, il y a, à mon avis, insuffisamment de liberté dans le commerce, il y a trop d'importations. Et ça, c'est des choses que je veux dire, si on voulait par exemple s'attaquer à la cherté de vie, parce que c'est ce système-là qui l'encourage, il fallait diversifier l'économie. Bon, c'est pareil, la diversification de l'économie, et là on n'est pas au pied du mur, on est dans le mur, puisque la mono-industrie du nickel est en train de s'écrouler. Il est un peu tard malheureusement, mais je pense que si on avait justement plus travaillé à la souveraineté alimentaire, comme on l'a dit, donc la souveraineté, au moins la sécurité alimentaire, ça aurait permis de faire baisser les prix, mais il fallait encourager cette diversification de l'économie, encourager la production locale de manière plus efficiente sans doute que ce qu'elle ne l'a été. De la même manière pour d'autres secteurs, je pense au tourisme, je pense à la pêche, à l'économie bleue, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été faites et qui auraient permis, à mon avis, de détendre le carcan finalement économique qui est en Nouvelle-Calédonie depuis très longtemps. Mais tout ça, c'est forcément fait avec une certaine complicité des élus, qui sont compétents sur tous ces domaines-là. Est-ce que ça aurait été à l'État d'imposer ces réformes ? Non, alors, il y a toujours un problème de compétences, parce que tout ça, ce sont la fiscalité, l'économie, le développement, c'est des compétences calédoniennes. Lors du dernier prêt, je crois que c'était le prêt de l'AFD après le Covid, il y avait, ce qui avait d'ailleurs suscité la colère de certains élus, mais l'État avait imposé, avait conditionné ce prêt à un certain nombre de réformes fiscales. Comme on dit souvent, qui paye décide. Moi, je pense que l'État devait peut-être conditionner un peu plus son aide financière à la Nouvelle-Calédonie en disant d'accord, vous êtes de plus en plus autonome, vous devez aussi l'être un peu plus financièrement. Il y a de l'argent en Nouvelle-Calédonie, faites-le. Et eh bien, un peu, comment dire, ces aides de l'État seront conditionnées aussi aux efforts que vous
que vous ferez. Parce qu'on ne peut pas transférer des compétences et l'argent qui va avec éternellement, je crois. Il faut aussi que la Nouvelle-Calédonie montre qu'elle était capable de s'autonomiser. Or, on voit qu'aujourd'hui, on est dans une situation contraire, puisque la Nouvelle-Calédonie est totalement maintenant dépendante financièrement. Donc, il y a un antagonisme entre, d'un seul coup, on donne beaucoup de pouvoir, mais bon, il faut l'argent de la France. On marche sur la tête. Ça ne va pas. Et bon, je pense que l'État n'a pas été assez... L'État a des moyens de pression, hein, on les entend dire qu'il faut, c'est notre levier, c'est notre levier. Bon, peut-être un levier qui n'a pas été suffisamment utilisé parce que la Nouvelle-Calédonie devait avancer et devait se tenir à la feuille de route de l'accord de Nouméa, notamment par exemple en ce qui concerne le schéma d'aménagement du territoire. Je ne sais pas si peut-être l'État n'a pas à un moment eu ce regard, on ne va pas réveiller le dossier calédonien, quoi, donc pas de vague. Donc, tant que ça va, oui, mais bon, il fallait surveiller peut-être plus le lait sur le feu. Jusqu'ici, tout va bien. Voilà, jusqu'à... Ce qui a mis le feu aux poudres, tout à l'heure vous disiez que le conflit était politique, ce qui a mis le feu aux poudres, c'est ce fameux texte sur le dégel du corps électoral, un cheval de bataille des élus loyalistes concernant 25 000 électeurs, alors suivant, des fois on parle de 45, des fois c'est 25, enfin de toute évidence, et de l'aveu de Pierre-Christophe Pantz, ces fameuses listes électorales n'ont pas été toilettées depuis trop longtemps, donc le chiffre, et on va tenir 25 000 minimum électeurs exclus du droit de vote, a priori acquis à la cause du maintien dans la France. Comment est-ce que vous analysez les résultats des élections législatives avec la liste générale, donc le corps électoral le plus large possible, quant au soir du deuxième tour, 10 000 voix supplémentaires se portent sur des candidats indépendantistes. Moi, en ce qui me concerne, j'en suis pas encore revenu de ce soir d'élection. C'est presque un cas d'école, ça mériterait d'être enseigné. Alors c'est vrai que moi aussi j'ai été un peu surprise de ce résultat. Alors comment l'analyser? D'abord je pense qu'il y a eu une grosse abstention à Nouméa. En fait, Nouméa, Grand Nouméa, finalement une abstention importante des, entre guillemets, non-citoyens, c'est-à-dire des gens qui veulent voter, mais quand ils peuvent voter, ils ne votent pas. Bon, allez comprendre. Après, je pense que je n'ai pas finement analysé les résultats, donc c'est juste des hypothèses que j'aimais, je ne sais pas, mais je pense qu'il y a aussi, je pense, une partie des loyalistes modérés qui ont porté leur suffrage sur Emmanuel Djibaou, parce que c'est quelqu'un de raisonnable, c'est quelqu'un qui a, ne serait-ce que par son nom, un poids politique, historique, symbolique fort, et qui se sont dit qu'il fallait rééquilibrer les choses. Ensuite, je pense aussi ce que ça dit, c'est que finalement, le fait de dégeler le corps électoral en fixant à 10 ans glissants ne bouleversera pas outre mesure les équilibres. Et que, moi, d'après ce que j'avais entendu, les indépendantistes et les loyalistes et l'État étaient d'accord sur cette période et sur le fait qu'effectivement on dégèle à 10 ans. Parce que c'est vrai que là on atteignait, il y avait des cas qui étaient totalement compliqués et injustes, injustifiés. Seulement, il fallait évidemment inclure ce dégel du corps électoral dans le cadre d'un accord global. Alors pourquoi les indépendantistes auraient concédé aux loyalistes le dégel du corps électoral? Contre quoi? C'était pas possible. Donc voilà, l'erreur est là. Mais ça relativise aussi la question. Ça veut dire que si on fait 10 ans glissants, ça ne va pas totalement bouleverser ce qui se passe, les équilibres tels qu'on les connaît aujourd'hui. Avec, bon, il y a eu une bascule avec les indépendantistes. Bon, on voit que maintenant, avec l'élection à la présidence du Congrès, ça change. Mais moi, je ne pense pas que ça bouleversera forcément les choses. L'erreur a été de faire ça isolément, de ne pas inclure cette question électorale dans le cadre d'un accord global de poursuite de la décolonisation et de l'émancipation de la Nouvelle-Calédonie. Donc moi, c'est un peu comme ça que je vois les choses. Après, ce que j'en tire, moi, par contre, je trouve que c'est bien qu'aujourd'hui, il y ait, sur les 4 parlementaires
métropolitain de Nouvelle-Calédonie, un représentant de chaque camp, avec, que ce soit au Sénat ou à l'Assemblée nationale, avec des personnalités qui ont des identités fortes, chacun, qui sont légitimes dans leur camp, tous les quatre. Et je me demande si la solution de la Nouvelle-Calédonie, et surtout compte tenu de du contexte politique local actuel, ne viendra pas des assemblées du Sénat et de l'Assemblée nationale. Et ce serait bien qu'elles viennent de là parce que c'est des assemblées où il y a ces équilibres, il y a des personnalités respectées. Et voilà, on ne sait pas encore quel sera le gouvernement, comment il va fonctionner, et je pense que ça ne fait que renforcer le parlementarisme, comme on dit, et donc je pense que des choses vont pouvoir se jouer dans les assemblées. C'est bien que ce soit équilibré comme ça. C'est ce qui semble effectivement s'esquisser aujourd'hui comme solution, un dossier qui resterait à l'Élysée, mais voilà, dans lequel les parlementaires... Je pense qu'il faut s'appuyer sur l'Assemblée, les assemblées. Quand est-ce que les élus loyalistes recevront le message? C'est-à-dire qu'à l'aune du deuxième référendum, c'était bon, bah, vous allez voir ce que vous allez voir, cette fois-ci on va faire le plein de voix. Là, ce deuxième tour des élections législatives qui semble quand même dire votre méthode n'est pas la bonne, on a quand même le sentiment que voilà, ce parti pris dur ne porte absolument pas ses fruits, quoi. Je pense que, enfin, j'espère que les plus radicaux vont comprendre que c'est pas comme ça, que ce n'est pas dans la radicalité qu'on fera avancer le dossier. Moi, les loyalistes n'est pas une entité, c'est pas un bloc monolithique, loin de là. Donc, je pense qu'il y a une partie des non-indépendantistes qui sont prêts à discuter et qui ont compris que l'avenir de la Nouvelle-Calédonie ne pourra être que dans une poursuite de l'émancipation, que dans la révision d'un lien avec la France, d'un lien apaisé avec la France, que la France ne pourra rester en Nouvelle-Calédonie et dans la région que si elle y est bienvenue, et pas autrement. On a bien vu la réaction des pays voisins, y compris de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande vis-à-vis des émeutes récentes. Donc il faut que chacun sorte de la radicalité. Et pareillement du côté indépendantiste. Ce qui est curieux quand même, c'est que l'État a à un moment misé sur l'Union calédonienne, hein, notamment quand il a été question de choisir la date du référendum, qui a été la branche la plus dure du FLNKS, en laissant un peu le Palika de côté, sur le bord de la route. Bon, maintenant, ils font machine arrière. Donc il y a eu méprise, il y a eu une erreur de jugement aussi de leur part. Il y a eu, je pense, une volonté de sortir des sentiers coutumiers qui avaient été balisés depuis 35 ans et ils se sont égarés manifestement. Et je pense que en nommant, je pense, une personnalité comme Sonia Backes, qui est quand même extrêmement radicale, qui a tenu un discours le 14 juillet que j'ai trouvé personnellement, comment dire, je ne vais pas essayer de ne pas dire un mot trop dur, mais... Révisionniste? Oui, puis tellement hallucinant, quoi. On n'est pas là-dedans. Ça veut dire on renonce à tout si on fait ça. On renonce à tout ce qu'on a fait. Non, on ne peut pas faire une partition. Qu'est-ce qu'on fait des Kanaks de la province sud? On sépare chacun dans son coin. Ben oui, quand dans le sud, il y a l'aéroport, il y a le port. Nous, on a tout. Puis bon, ben vous débrouillez, vous n'avez rien. Et puis qu'est-ce qu'on fait des loyalistes et des Caldoches de la province nord? Enfin, c'est pas possible. Non, c'est pas possible de vivre chacun chez soi. Et c'est pas l'esprit, c'est pas ce qu'on a voulu construire. Alors c'est vrai que maintenant, il va falloir remonter le château de sable, qu'on avait difficilement monté déjà depuis 88. Mais je pense qu'il faut s'entêter. Il faut s'entêter parce que sinon il n'y a pas d'avenir.
Et justement, j'aimerais profiter de notre échange pour rétablir certaines vérités parce que jusqu'à présent, j'ai lu et j'ai entendu beaucoup d'affirmations qui mériteraient sinon d'être réfutées, au moins d'être un peu nuancées. Euh, Parce que c'est à se demander des fois à quel point, parce qu'il y a ce parfum de révisionnisme quand même aujourd'hui. Le comité des sages le dénonce souvent quand ils disent on n'a pas suffisamment enseigné l'histoire à nos jeunes. C'est justement qu'ils découvrent à chaque fois des jeunes qui ont des idées, des reçus en tête et c'est compliqué après d'en revenir à l'esprit des accords et de leur expliquer pourquoi on en est arrivé là. D'abord un accord de paix, ensuite un accord de décolonisation. Euh, et justement, je voulais voilà, vous soumettre par vrai ou faux certaines questions basiques, mais il faut en revenir aux bases. Par exemple, on entend chez les militants indépendantistes, la finalité de l'accord de Nouméa, c'est l'indépendance. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Non, je pense que non, c'est pas la finalité. Les Calédoniens sont souverains pour décider si oui ou non ils veulent être indépendants. Donc c'est un choix démocratique. Il y a un droit à l'autodétermination en Nouvelle-Calédonie que les Kanaks ont ouvert, comme on a dit, aux victimes de l'histoire et ils ont considéré que c'était cette population concernée, bon, qui bougera, le curseur bougera aussi peut-être de manière différente que pour les élections provinciales, je pense. Mais non, on ne peut pas dire qu'il y ait une finalité. L'indépendance, c'est un choix démocratique. Cela dit, chez les indépendantistes, il y a indépendance et indépendance. Si on veut. Enfin, faut pas imaginer l'indépendance telle qu'elle était dans les années 60, au moment du grand mouvement de décolonisation, où ça a été des indépendances de rupture. Moi, j'ai quand même très souvent entendu parler les indépendantistes d'indépendance avec partenariat, de pacte, enfin pas de pacte avec la France, mais d'association avec la France. On va dire une indépendance à l'océanienne, parce que bon, il y a les îles Cook, il y a des pays dans la région qui ont des statuts comme ça, mais il y en a aussi ailleurs dans le monde. Il y a Monaco, enfin, il y a eu des tas de gens bien plus au fait de ces questions-là. Je pense notamment à aller à Harvard, qui peuvent s'exprimer bien mieux que moi sur ces questions. Donc l'indépendance, c'est multiprotéiforme. Donc après, il faut inventer le modèle. Affirmation suivante que l'on entend souvent. Euh, Ici, c'est la France. Vrai ou faux? Bah, administrativement, oui. Bien sûr que c'est la France. Puisque, voilà. Maintenant, est-ce qu'un Calédonien et un Franc-Comtois, c'est pareil? Non. Donc, c'est pas la France pour tout. On est différent quand on est calédonien, qu'on soit d'origine kanak, vietnamienne, mais métropolitaine. Donc c'est la France parce qu'il y a un drapeau français, parce qu'on sait, voilà, le lien n'a pas été rompu pour le moment. Ce qui serait bien, c'est que ce soit la Nouvelle-Calédonie et la France. Oui, parce qu'on est quand même une collectivité territoriale sui generis, quand même un statut pour le moins particulier, quoi, totalement unique dans l'ensemble français. Oui, totalement unique dans l'ensemble français parce que la France a du mal à décoloniser, la France a du mal à... La France est jacobine, quoi. Donc ça, c'est... Du mal à décentraliser, du mal à imaginer... Enfin, elle considère toujours que c'est ouvrir une boîte de Pandore, quoi. Alors que non, moi je pense qu'au contraire, l'autonomie élargie, l'autonomie poussée à ses limites, aux lisières de l'indépendance, sont la meilleure arme contre l'indépendance. Il faut, à mon avis, pousser l'autonomie jusqu'au bout pour éviter une indépendance qui serait sûrement catastrophique pour la Nouvelle-Calédonie, si on rompait totalement les liens. Mais une autonomie poussée aux confins de l'autonomie, certains ont dit, avec finalement des liens librement consentis. C'est ça, je pense, qui est important, c'est que est-ce que les indépendantistes veulent rompre avec la France ou choisir eux-mêmes de ne pas rompre avec elle. Affirmation suivante.
La France et les sociétés de nickel pillent le territoire de sa ressource et c'est le nickel qui financera l'indépendance. Bon, alors là, une semaine après la fermeture de Koniambo, que ce soit le nickel qui finance l'indépendance, bon, là, je crois que faut plus y compter. On pouvait pas, peut-être, ça aurait peut-être été possible à une époque, mais il y a eu une évolution du marché que non, ça, faut pas y compter. Est-ce qu'il y a eu un pillage des ressources minérales en Nouvelle-Calédonie? Oui, jadis, comme il y a eu en Afrique, ça. Je veux dire, la colonisation, c'est pas faite dans l'intérêt des populations locales, hein, mais dans le nôtre. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un pillage? Non, enfin non, moi je n'emploierais pas aujourd'hui des mots aussi forts et aussi manquant autant de nuances. Non, 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 on va pas dire ça. Dernière affirmation. La France est une et indivisible, incompatible avec les concepts de fédéralisme ou d'association. Vrai, faux? Je vous propose une troisième réponse. Vrai, mais s'il vous plaît, ne parlons pas de la Nouvelle-Calédonie. Je pense que la France a déjà, avec l'accord de Nouméa, donné de sacrés coups de canif dans la Constitution. Elle est allée loin. Et c'est fait mal. Donc ce qui prouve que c'est possible. Le droit, la Constitution, finalement, c'est aussi une glaise. Ce qu'on a fait, on peut le défaire, et voilà. Donc, elle a du mal. C'est compliqué, je pense, pour la France. On l'a vu avec la Corse, hein, par exemple. Mais il y a des gens qui sont... enfin, même Gérald Darmanin, hein, qui a tenu des discours sur la Corse. Je pense qu'il y a des gens qui sont tout à fait ouverts. Alors, pas toujours, peut-être pas toujours très bien conseillés, pas toujours très à droite, peu importe. Mais je pense qu'il y a clairement une partie de la classe politique modérée qui a compris la Nouvelle-Calédonie. Peut-être qu'ils ne sont pas assez nombreux ou qu'on ne les écoute pas assez, que Jupiter ne leur prête peut-être pas une oreille assez attentive. C'est vrai que ce n'est pas dans l'esprit français, dans l'esprit de notre Constitution. On n'est pas allemand, on n'est pas américain. Mais si on veut que la Nouvelle-Calédonie vive dans la paix, si on veut conserver un lien, si on veut qu'elle fasse partie de cette stratégie indo-pacifique à laquelle semble beaucoup tenir le président de la République aujourd'hui, il va falloir innover. Et il va falloir inventer un nouveau système. Et si on ne le fait pas, on ne trouvera pas. Il va falloir faire du sur-mesure. Il va falloir que l'un et l'autre, comme le disait Jean-Marie Djibaou, s'arrachent le cœur. Et pour le faire, ce qui est dommage maintenant, c'est qu'il va falloir le faire sur un tas de cendres. Et ça, c'est... On ne fera pas machine arrière, c'est comme ça, c'est regrettable. Donc maintenant, faut s'armer de courage et puis il faut continuer. Et puis surtout, s'armer de... oublier les idées radicales. Je pense que les bases sont dures, hein. La base indépendantiste est dure, la base loyaliste est très dure, on l'a vu. Je pense qu'il faut s'extraire des enjeux électoraux et penser à l'essentiel et penser aux gens qui souffrent, parce que là, la catastrophe sociale, le cataclysme social qui arrive en Nouvelle-Calédonie va être dramatique. Et ça veut dire des enfants qui ont faim, des enfants qui sont malheureux, des gens qui ne peuvent pas payer leur loyer, des gens qui vont se retrouver à la rue, qui seront sans emploi, sans argent, sans voiture, sans couverture sociale, sans fourniture scolaire, enfin voilà, il faut voir ce qui va se passer et se mettre un peu à la place de ces gens-là. Aujourd'hui, on l'a compris, le nickel calédonien n'est pas un intérêt vital pour Paris. Finalement, l'intérêt de la France aujourd'hui sur le territoire, il est essentiellement géostratégique. C'est ce que vous disiez à l'instant sur l'axe Indo-Pacifique. Il semble effectivement géostratégique, en tout cas, c'est un point sur lequel
notamment Emmanuel Macron a beaucoup insisté sur son axe indo-pacifique. Il y a quand même la Chine qui avance ses pions dans la région. On a vu aussi que la Russie, à travers l'Azerbaïdjan, si elle pouvait déstabiliser la France par le biais de la Nouvelle-Calédonie et d'autres territoires, et de la Polynésie, le groupe d'initiative de Bakou, il n'y a pas que des mouvements indépendantistes calédoniens qui y sont. Donc il faut lutter contre ces grandes puissances qui sont non démocratiques, c'est des dictatures quand même, donc ça faut quand même pas le perdre de vue. Donc effectivement, je pense que pour la France, il y a une importance géostratégique. Il y a une manière aussi, je pense, de construire cette stratégie indo-pacifique qui peut-être a été présentée du point de vue de la France. On a envisagé ça, j'ai toujours l'impression que la France en parlait comme finalement sa stratégie. Mais il faut que ce soit donnant-donnant. Il faut que cette stratégie indo-pacifique défende les intérêts de la France, mais aussi ceux de la Nouvelle-Calédonie. Ça doit être quelque chose de construit ensemble. Ça ne peut pas être un rapport, comment dire, de tutelle, si on veut, de la France. Et puis, bon, la Nouvelle-Calédonie est un pion important dans cette chaîne de l'océan Indien à l'océan Pacifique. Non, je crois qu'il faut que ce soit quelque chose qui soit co-construit et que les intérêts, que chaque décision, finalement, fasse l'objet d'une consultation des autorités calédoniennes qui doivent avoir leur mot à dire parce qu'il faut avancer ensemble. Et je pense que dans le discours, on l'a peut-être pas suffisamment senti. Je voulais avoir votre commentaire sur la récente interview de Didier Julienne dans La Tribune, parue le 2 septembre et intitulée « Reconstruire la Nouvelle-Calédonie, mais pour faire quoi ?» Le président et fondateur de Commodities and Resources, cabinet de conseil spécialiste du secteur des mines et des métaux, ne mâche pas ses mots dans cette interview, mais surtout il pose des questions que je trouvais pertinentes. Quelques morceaux choisis. Une reconstruction est une chance de repartir à zéro, mais il faut au préalable fixer quelques objectifs. Faut-il reconstruire des commerces, des entrepôts ou des bureaux et les laisser dans les mains des mêmes acteurs économiques qui ont géré le passé et l'immobilisme de l'économie de comptoir, ou bien faut-il rechercher de nouveaux acteurs économiques inclusifs ? Je pense que là, pour le moment, les acteurs économiques ont plutôt tendance à partir. Donc, rechercher de nouveaux acteurs économiques, je ne sais pas si c'est une terre qui attire beaucoup de monde en ce moment. Non, je pense que la Calédonie, alors évidemment, ça va être très compliqué après ce qui vient de se passer, parce que là... On parle de 10-15 ans à... Oui, là, il faut vraiment tout remonter le château de sable. Je pense qu'il faut que la Nouvelle-Calédonie se réforme, qu'elle ait le courage de se réformer, de réformer sa fiscalité, de réformer ses politiques d'accompagnement social, de réformer sa santé, de réformer, par exemple, la santé mentale. Je suis persuadée que la santé mentale qui était totalement délaissée, ça a eu un impact dans la manière, dans les contours des émeutes qu'on a vues, avec des gens qui, effectivement, étaient prêts à faire n'importe quoi, qui avaient perdu raison, qui étaient devenus déraisonnables. Bon, peut-être à cause de consommation d'alcool et de cannabis qui sont très importantes, mais ça veut dire que c'est des personnes qui auraient mérité une prise en charge à un moment donné. Or, cette prise en charge-là, inexistante. Moi, je me souviens avoir discuté avec des professionnels, des psychiatres, en me disant que la moyenne d'âge des psychiatres, je crois, c'est 55 ans, qu'il n'y en a plus, qu'il n'y a pas de prise en charge. Et tout ça, va falloir s'en emparer, s'emparer des questions sociales, prendre soin de l'humain un peu plus. On a beaucoup parlé d'argent, beaucoup parlé de développement économique, et peut-être pas pris suffisamment en compte l'humain. Et alors l'humain, ça veut dire aussi de l'argent. Est-ce qu'il y aura de l'argent? Est-ce qu'il y aura des gens qui auront la volonté de... J'espère, mais ce sera long, ça c'est certain que le traitement va être long. Autre question que pose Didier Julienne. Faut-il conserver les mêmes dirigeants politiques calédoniens qui ont dénaturé le troisième référendum, puis
ont été pris par surprise le 13 mai, ou bien ne doivent-ils pas laisser la place avant que l'on songe à reconstruire? Bon, on a déjà un peu parlé, je pose la question autrement. Est-ce qu'il faut espérer qu'au détour d'un nouvel accord ou de ce qui sera choisi, est-ce qu'il est temps de faire sauter ce système pour ou contre l'indépendance qui, de façon idéologique, avec des bases militantes dures qui sont toujours très présentes et très mobilisables pour les enjeux électoraux, nous empêche en fait de réformer, de reconstruire, d'avoir un paysage politique, entre guillemets, normal. Je pense que le paysage politique, tous les élus sont légitimes, ils ont été élus démocratiquement, donc on ne va pas d'un seul coup décréter qu'il faut changer la classe politique. C'est les électeurs qui décideront s'ils veulent d'autres leaders. Après, s'ils ont été déçus, ils voteront autrement. Donc ça, je pense qu'on ne va pas changer. Ce qu'on peut faire, par exemple, peut-être, c'est, notamment dans le cadre des discussions, élargir les discussions à d'autres élus qui sont tout aussi légitimes. Je pense aux maires qui se sont manifestés. Je pense qu'il faut que les maires qui sont au plus près des réalités quotidiennes des gens participent et aient leur mot à dire, plus en tout cas, dans les discussions. Après, sortir du clivage indépendance ou l'indépendance, oui, est-ce que ça empêche d'avancer ? Non, la preuve, dans l'accord de Nouméa, on n'a pas avancé suffisamment vite, ça c'est clair, on a avancé quand même. Il ne faut pas toujours se trouver des raisons non plus pour ne pas réformer. On trouvera toujours une bonne raison de ne pas réformer, de ne pas supprimer une niche fiscale, de ne pas imposer tel ou tel qui ne l'est pas, de ne pas créer une tranche supplémentaire dans l'IRPP, de ne pas... Voilà, on trouvera toujours une raison. Donc à un moment, il faut arrêter. Je pense qu'il faut y aller. Ce n'est pas forcément en changeant les élus. Je crois que les élus, ils sont l'incarnation ou pas d'une volonté politique. Ce qui compte, c'est la volonté. Après, par qui elle est incarnée, finalement, ça importe peu. Ce qui compte, c'est ce qu'on décide, ce qu'on fait. En conclusion de notre entretien, je voulais qu'on parle une dernière fois, on l'a évoqué tout au long de l'interview, mais qu'on en revienne à ces notions de souveraineté partagée. Pour faire bonne mesure, je cite encore une fois Didier Julienne, mais j'ai trouvé son interview pertinente. Tout à l'heure, vous le disiez, l'indépendance telle qu'on la concevait dans les années 60 n'est plus l'indépendance telle qu'on peut la concevoir aujourd'hui. Didier Julienne de dire « Notre nouveau monde post-guerre froide demande de repenser ce que sont l'indépendance, la dépendance et la souveraineté à l'aune de la sécurité. La souveraineté est plus importante et plus forte que l'indépendance, mais le problème c'est qu'elle est plus complexe. Autant l'indépendance est un tout, une globalité, une réponse simple, oui, non, à une question simple, autant la souveraineté demande des précisions. Elle doit expliquer ses choix, elle réclame plus de réflexion, d'intelligence, de négociation avec le partenaire, et elle procure surtout la paix. Comme le rappelait l'écrivain et pilote Saint-Exupéry, la liberté, c'est choisir son maître. Être indépendant, c'est choisir librement ses dépendances et interdépendances. C'est dépasser ses propres contradictions, c'est devenir souverain. Ce sont bien par des réponses politiques à ces questions de souveraineté que la reconstruction de la Nouvelle-Calédonie retrouvera le chemin qu'elle n'aurait jamais dû quitter, celui de la paix. Oui, mais ce qui est... D'ailleurs, si on remonte aux années 60, l'Union calédonienne était autonomiste. Elle n'était pas indépendantiste. Mais pourquoi? Parce que à ce moment-là, ils se sentaient souverains. Parce qu'il n'y avait pas eu encore le boom du nickel, l'apport de populations qui ont déséquilibré finalement le rapport de force. Et dire il y a eu une radicalisation, enfin disons un changement, un basculement de l'autonomie à l'indépendance quand les rapports de population sont devenus différents. Bon, on ne va pas revenir sur la circulaire Mesmer, qui était de dire ça. En gros, il fallait faire du blanc pour faire taire les Kanaks. C'est ce que vous avez écrit récemment pour les racines du problème. Oui, oui. Voilà. Donc les Kanaks étaient autonomistes. Donc ce qu'ils voulaient, c'était pouvoir être souverain chez eux, pouvoir décider, mais pas rompre.
et ça, c'est toujours possible. Je pense que c'est toujours possible. Évidemment, ça demande plus de travail. L'équilibre est difficile à trouver entre ce qu'on consent, enfin, ce qu'on délègue à la France, ce qu'on est capable aussi de faire soi-même, de montrer, je veux dire, si on délègue des choses à la France, ça veut dire que nous aussi, on montre qu'on en est digne. Qu'est-ce qu'on délègue à la France? Est-ce que dans les pouvoirs provinciaux aussi à l'intérieur, comment se redistribue la souveraineté? Enfin, ça demande des longues discussions. Mais moi, j'ai l'impression quand même que depuis des années, beaucoup de choses, beaucoup de rapports, beaucoup d'études ont été faites. Il y a eu les groupes de réflexion auxquels ont participé Manuel Valls, Alain Christnart, Jean-François Merle, il y a eu le rapport Melin-Soukramanien, il y a eu M. Courcial, enfin, il y en a plein. Je veux dire, on a une base qui est quand même une base documentaire, si on veut, qui est énorme, quoi. On part pas de rien. Donc je me dis qu'avec un peu de bonne volonté, avec je pense, une volonté aussi de mettre des symboles là-dedans. Je pense qu'il faut aussi des choses symboliques. Je pense notamment au nom de la Nouvelle-Calédonie. Oui, il faut changer le nom. Il faut mettre, voilà, je pense qu'il faut qu'il y ait Kanaki dedans, Kanaki, Calédonie, il faut mettre un autre nom équilibré, c'est symbolique, mais je pense qu'il faut le faire, ça fait partie des choses qui pourront pour baisser la tension, parce qu'il y a besoin quand même un petit peu de faire retomber la tension, il faut accepter d'ouvrir le corps électoral, mais voilà, il faut tout peser au trébuchet pour réussir à trouver cet équilibre qu'on a trouvé en 88, qu'on a trouvé en 98. Donc je pense que normalement, avec un peu de bonne volonté, on peut le trouver. On peut le trouver, cet équilibre. On peut discuter sur les compétences régaliennes, comment on les partage, comment on ne les partage pas. La diplomatie est déjà partagée. Est-ce qu'on peut aller un peu plus loin? Est-ce qu'on peut ouvrir le droit pénal au droit coutumier? De quelle manière? Il y a beaucoup de gens aussi qui ont travaillé là-dessus énormément. Donc il y a plein de pistes, il y a plein de champs qui ont été ouverts. Donc l'équilibre, à mon avis, peut se trouver. Il y a on dit souvent, il y a un petit chemin de crête sur lequel on peut cheminer. La Calédonie a basculé dans le ravin, c'est vraiment dommage. Je pense qu'on peut essayer de remonter. De toute façon, on n'a pas le choix. Les gens sont condamnés à vivre ensemble. On ne va pas mettre notre communauté à la mer. Il n'y a pas le choix. Il faut apprendre à vivre ensemble et il faut trouver une solution. Alors, c'est peut-être facile à dire, mais c'est inévitable. Parce que c'était justement la question que je me posais, c'est la question que Jenny Briffa m'a posée de façon rhétorique pendant son interview. Il va falloir un jour m'expliquer la différence qu'il y a entre une indépendance avec la France et une autonomie encore plus élargie. Oui, bien sûr, bien sûr qu'il y a une question de terminologie. C'est pour ça que on joue un peu sur les mots là depuis trop longtemps. Je pense que ou c'est juste symbolique finalement. Ce qui compte, c'est le contenu, mais effectivement, on se gargarise de mots, on se fait peur. Indépendance association, c'est un chiffon rouge, c'est bon, alors que finalement, c'est à ça qu'on arrivera, hein, sauf qu'il faudra appeler ça autrement. Donc, bien sûr que sur le fond, il n'y a pas beaucoup de différence. J'allais dire, en plus, tout est dans l'accord de Nouméa. On est déjà très très loin dans l'accord de Nouméa. Et encore, on n'a même pas encore tout appliqué. Donc, presque tout est encore dans l'accord de Nouméa maintenant. Il faut ajouter des symboles et il faut ajouter, je pense, ce qu'avait dit Emmanuel Macron. Bon, il n'a pas su le faire, mais il avait parlé d'un chemin, je crois, d'avenir et de mémoire, ou de pardon et de mémoire. Je pense qu'il y a un gros travail à faire aussi là-dessus. Des historiens comme Louis-José Barbanson, bon, ils connaissent très bien le sujet quand il a écrit Le pays du non-dit, mais évidemment, bien sûr qu'il y a tellement de non-dits en Nouvelle-Calédonie, une telle ignorance sur l'histoire, sur la colonisation, sur ce qui s'est passé, c'est très très complexe, il ne faut pas croire que l'histoire coloniale est une histoire simple, hein. D'ailleurs, il y a un roman qui est sorti d'Alice Zeniter qui s'appelle Frapper l'épopée, qui explique bien cette complexité, et notamment, bon, puisque elle a des racines kabyles, et elle explique comment des Kabyles qui s'étaient révoltés contre la France ont été déportés en Nouvelle-Calédonie et finalement se sont alliés à la France
pour combattre les Kanaks parce qu'ils se sont rendus compte que dans la hiérarchie raciale, finalement, ils pouvaient quelque part devenir blancs. Donc voilà, donc c'est compliqué, c'est pas simple cette histoire, il ne faut pas la lire de manière manichéenne, mais ça veut dire qu'il faut l'expliquer, qu'il faut la regarder avec lucidité et que ce chemin du pardon, oui, peut-être du pardon, mais surtout de la clairvoyance sur le passé, il faut l'emprunter, il faut que chaque communauté connaisse mieux, à mon avis, son histoire et comprenne que c'est pas si simple que se battre entre noir et blanc. C'est pas ça. Et vous pensez qu'on y arrivera aujourd'hui avec des postures politiques qui sont aussi radicales, du côté loyaliste comme du côté indépendantiste? D'un côté, on parle d'une partition qui ne porte pas son nom, de l'autre, on parle d'une indépendance déclarée de façon unilatérale. Ça ressemble un peu à mission impossible que d'en revenir à cette solution consensuelle qui n'était pas si éloignée que ça il y a pas si longtemps. J'ai un peu enfoncé une porte ouverte en disant que c'est vrai que le discours politique actuel manque de nuances. Bien sûr, il manque de nuances, il manque de vision, d'incarnation. On a affaire quand même aussi à un paysage politique extrêmement éclaté, parce qu'il n'était pas avant, avec aussi, si on veut, un troisième partenaire qui pèse beaucoup, c'est la communauté wallisienne et futunienne. Il faut la prendre en compte, il faut prendre en compte ce qu'elle dit. Donc ça veut dire que ça rajoute forcément à la lecture, à la lisibilité des choses, mais voilà, on a bien vu que les Wallisiens et les Futuniens, qui dans les années 88 n'existaient pas, si on veut, sur la scène politique, là ils ont pris leur place et on voit qu'elle est importante et qu'elle pèse, donc ça veut dire qu'il faut aussi l'écouter. Après, il faut trouver des interlocuteurs. On voit la difficulté. Et bon, là, je ne sais pas si ce qui se passe au FLNKS, ça va faciliter encore les choses. Et ça, c'est vrai que pour l'État, c'est pas simple d'avoir affaire à une telle diversité d'interlocuteurs, une diversité de lignes. Je pense que bien sûr, c'était plus simple quand les leaders étaient représentatifs de leur camp et que du coup leur parole portait plus. Aujourd'hui, c'est difficile de sceller finalement un accord quand on a des difficultés à identifier les signataires de cet accord. Parce que pendant 20 ans, vous avez suivi le dossier et ce concept de souveraineté partagée, d'État associé, de pays associés, c'est absolument pas nouveau. Comment ça se fait qu'en 20 ans, pendant tout ce temps-là, ça n'est jamais émergé? Pourquoi ça ne s'est jamais imposé? Est-ce qu'il fallait vraiment en arriver au stade où on en est aujourd'hui pour peut-être réaliser que malheureusement, ce sera la seule solution acceptable par tous? Je crois que la Nouvelle-Calédonie, comme beaucoup d'autres pays, avance par crise. Il y a eu les événements de 84, il y a eu UVA en 88, et bien avant 1917-1878. Là, il y aura 2024. C'est dommage, c'est un peu désespérant pour la nature humaine aussi de savoir qu'il faut d'abord se battre un bon coup pour comprendre et ramener tout le monde sur Terre et avancer. Il faut espérer que de cette crise sortira quelque chose, que tout ça n'a pas été ruiné pour rien. Bon, ce sera effectivement peut-être ce qui va se passer. Je crois ce qu'on peut aussi, enfin moi ce que je constate, c'est que dans les deux camps, comme j'allais dire comme un petit peu à gauche en France, il y a des indépendantistes irréconciliables et de l'autre côté des loyalistes irréconciliables, et on le voit. Donc peut-être qu'entre les deux partis irréconciliables, il y a moyen de faire un centre, on va dire plus raisonnable, qui avancera. Claudine Véry, merci pour toutes vos réponses. Merci pour conclure, quel message vous souhaiteriez adresser aux habitants de la Nouvelle-Calédonie? Quel vœu pour l'avenir aussi? Je crois qu'il y a qu'un seul vœu, réconciliation, paix, dialogue, lucidité et geste. Je pense qu'il faut un geste.
Il faut un geste oui, un geste de réconciliation. Je pense que ça passe souvent par des gestes dans la société océanienne. Il y a des gestes de pardon. Le pardon est aussi quelque chose qui fait partie de la coutume. Je pense qu'il faudra peut-être en passer par là pour avancer. Enfin, je souhaite que ce soit possible en tout cas. Claudine Véry, merci. Merci à vous.